après ce film édifiant qui réunit comme dans un polar tous les ingrédients du crime, la cupidité, l'ivresse du pouvoir, le sacrifice des boucs émissaires, l'impunité des gros poissons, on va maintenant s'interroger avec mes invités. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette crise? Quel sera le terreau de la prochaine grande crise financière et quelle sera son ampleur? Marie Dancer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chef adjointe du service économique du journal La Croix, notre partenaire ce soir. Alors c'est vrai que ce documentaire nous rappelle quelque chose d'assez stupéfiant quand même aux États-Unis. Seuls les petits soldats de la finance ont été sanctionnés. Oui, le documentaire est très explicite. Pas besoin de rajouter beaucoup. Tous les cas sont mentionnés. Effectivement, des lampistes plutôt sont visés. Il y a eu un cas qui n'est pas mentionné dans le documentaire, Fabrice Touré, ce trader de Goldman Sachs. Trader français. Voilà, un trader français. Il faut savoir que la France a envoyé beaucoup de traders outre-Atlantique. Et celui-ci a eu un procès, mais ça s'est soldé par une transaction. On peut dire donc qu'effectivement, les gros poissons, c'est l'expression qui est utilisée dans le documentaire, les gros poissons sont passés à travers les mailles du filet. En revanche, la population, elle, a payé, et à travers toute la planète. Donc qu'on soit travailleur, quand on a perdu son emploi, quand on a perdu sa maison aux États-Unis, ou comme contribuable, quand finalement notre impôt a servi à financer le sauvetage d'une banque, tout le monde a été impacté par cette crise. Isabelle Coupé-Soubeyran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférences en sciences économiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les anciens dirigeants de ces grosses banques coulent des jours heureux quelque part, avec beaucoup d'argent? Ils coulent des jours heureux encore, si vous voulez, dans leur banque, au sens où, effectivement, des sanctions ont été prononcées depuis la crise. Il y a eu quelques centaines de milliards, un peu plus de 300 milliards de sanctions prononcées, mais à l'encontre de personnes morales, à l'encontre de banques reconnues comme fraudeuses, mais pas à l'encontre de personnes physiques. Donc il y a ce problème d'irresponsabilité pénale des personnes qui ont pu causer la crise. Mais en même temps, et je pense que c'est important de le mentionner par rapport au reportage, chaque crise a ses escrocs, chaque crise a ses fraudes. Mais une crise n'est pas réductible à ces escrocs. C'est plus le symptôme, si vous voulez, qu'une cause de la crise. Une crise, elle puise dans le fonctionnement même du système. Elle est le résultat du fonctionnement même du système. Elle est le produit d'un emballement, d'une dérégulation du système, d'une surveillance insuffisante, de garde-fous insuffisants. Mais on a quand même l'impression que ceux qui ont payé, c'est les plus petits sur ces crises-là. Que ça soit effectivement certains traders ou plus largement effectivement la population, et la population en l'occurrence la moins riche. Oui, très clairement, mais parce que finalement ceux qui sont à la prise de décision qui mènent aux crises, ceux-là généralement sont souvent dans la légalité. Ils opèrent dans un système permissif. C'est cette permissivité, c'est ce défaut d'encadrement, ce défaut de régulation qui à la fois permet les fraudes et qui à la fois conduit aux crises. Les crises et les fraudes puisent à la même source, si je puis dire. Jean-François Guéraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes criminologue, vous avez consacré plusieurs ouvrages à la criminalité financière, dont ce livre, Le nouveau capitalisme criminel, c'est chez Odile Jacob. Ces banquiers, effectivement, aux pratiques douteuses qui sont intouchables, ils sont trop puissants, finalement? Alors, c'est un problème de puissance. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que la crise des subprimes s'explique très largement par les fraudes. Pourquoi? La dérégulation, c'est-à-dire la baisse du niveau de surveillance et de contrôle des marchés financiers qui a été mise en place à partir des années 70 et surtout 80 aux États-Unis, cette dérégulation est criminogène. C'est-à-dire qu'elle crée des incitations et des opportunités majeures, macroéconomiques, pour la commission de fraude. Et on ne comprend rien à la formation de la bulle immobilière en amont et ensuite de la bulle boursière si on ne voit pas cette dimension frauduleuse. Oui, mais comment on peut comprendre que cet homme qu'on a vu, Philippe Baker, a été condamné à 20 ans de prison pour fraude et que les responsables des banques n'aient jamais été jugés? C'est quand même quelque chose d'un peu dérangeant comme ça quand on est du grand public. C'est bizarre. Alors, cette crise financière a une dimension frauduleuse majeure. On peut dire que l'Amérique a été une vaste scène de crimes. Et en effet, le vrai problème, la vraie tragédie ou le vrai scandale, c'est qu'il y a eu une totale impunité pénale. Alors, il y a plusieurs raisons à cette impunité pénale. Il y en a à peu près 4.
Première raison, il faut comprendre que tout le dispositif judiciaire américain depuis la fin du 19e siècle s'organise pour éviter les procès au pénal. On négocie en amont, parce que dans une logique utilitariste et pragmatique, un procès, c'est long, c'est compliqué, etc. Et surtout lorsqu'on est confronté à des personnes morales. Donc ça, c'est le plaidé coupable aux États-Unis. C'est un grand plaidé coupable. Juste pour cette raison, ça veut dire que ça, en France, ça n'aurait pas pu exister moins facilement. À l'époque, non. Et donc, que se passe-t-il ? Il n'y a même pas de reconnaissance de culpabilité. On négocie en amont, on accepte en fait une grosse amende. Mais cette amende, elle est impressionnante, mais ça n'est qu'une taxe sur la fraude. Donc c'est un système de raquette institutionnelle qui fait plaisir au Trésor américain et surtout aux grandes banques qui n'ont pas le poids symbolique d'une condamnation pénale. Donc ça, c'est le système judiciaire. Quand vous dites que ça n'est qu'une taxe, ça veut dire que même quand on prend cette taxe, la fraude reste beaucoup plus importante ? En réalité, il faut comprendre que l'amende, même si elle est impressionnante, son coût est socialisé par la banque. Bon. Il y a une deuxième raison, si vous voulez, à cette impunité pénale, qui tient au financement des campagnes électorales aux États-Unis. Les grands lobbies, dont Wall Street, financent tous les partis républicains comme le Parti démocrate. Quand Barack Obama est élu, il a reçu beaucoup plus d'argent de Wall Street que son concurrent John McCain. Donc Wall Street, au fil des années, a financé petit à petit tous les hommes politiques républicains ou démocrates qui étaient en empathie avec l'idéologie ultralibérale. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, vous avez des rapports de dépendance, vous avez des conflits d'intérêts, et c'est une relation de puissance entre Wall Street et la classe politique. Vous n'allez pas nettoyer Wall Street avec l'argent de Wall Street. Bon. Il y a une troisième raison qui est encore plus importante. On a bien vu au début de la crise, en 2008, le système financier américain a exercé un chantage implicite sur le pouvoir fédéral, sur le thème « Ne nous poursuivez pas au pénal, car vous allez ajouter du chaos au chaos ». En gros, le discours, c'était « Si vous rajoutez du chaos par des poursuites pénales contre nous à titre individuel ou contre les banques, vous allez créer encore plus de chômage ». Donc c'était la politique du « On est trop gros pour être poursuivi ». C'est « Too big to jail, too big to prosecute », qui faisait suite à l'autre chantage qui est on est trop gros pour qu'on nous laisse tomber. Il nous faut absolument l'argent public pour nous sauver. Too big to fail. Vous comprenez ? Bon. Et puis, il y a une quatrième raison à cette impunité qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où la crise survient, en réalité, ni le département de la justice ni le FBI n'ont plus aucun vrai moyen pour poursuivre des crimes extrêmement nombreux, massifs et d'une très grande complexité. Pourquoi ? Parce que depuis le 11 septembre 2001, il y a eu un effet de transfert et de diversion. L'essentiel des compétences qui existaient en matière de criminalité financière ont été déportées depuis une dizaine d'années contre la guerre, contre le terrorisme. Donc quand vous additionnez ces quatre causalités, eh bien vous comprenez pourquoi l'impunité a été généralisée et pourquoi cette impunité a fait scandale dans la population américaine, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Christophe Nijdam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste financier indépendant, administrateur du site internet La Finance pour tous. Alors vous avez été banquier aux États-Unis dans les années 80, puis analyste bancaire pendant la crise. Ce document quand même montre le monde de la finance comme motivé essentiellement par la cupidité. C'est quand même quelque chose que vous effectivement, comme analyste, vous avez pu vivre, vous avez pu constater ? Oui, tout à fait. Quand j'étais banquier, j'ai démarré une activité dite de produits dérivés au milieu des années 80 pour une banque française. À cette époque-là, les rémunérations n'avaient rien à voir avec ce que l'on a vu dans le monde des dérivés à partir du milieu des années 90. Or, il faut bien savoir que cette crise des subprimes est devenue systémique et mondiale au travers, justement, des produits dérivés de crédit. Donc on a un problème, c'est l'argent rend fou. Ces rémunérations poussent au crime. Et on l'a très bien vu d'ailleurs dans le reportage, finalement, c'est à tous les niveaux. Donc, si vous voulez, à la tête, on n'est pas mécontent qu'en dessous, tant qu'on ne le voit pas, il y ait des fraudes qui soient pratiquées dès le moment où ça permet de gagner un petit peu plus d'argent en haut. On a un système qui, effectivement, marche sur la tête. On va avoir un extrait du documentaire, les propos tenus en public par Dick Fuld, l'homme qui a coulé et mené à sa perte la banque Lehman Brothers et provoqué ce cataclysme mondial. Écoutez-le. Squeeze some of those shorts. Squeeze them hard. Not that I want to hurt them. Don't get that, please, because that's just not who I am. I'm soft, I'm lovable. But what I really want to do is I want to reach in
rip out their heart and eat it before they die. Mary Dancer, il devient quoi aujourd'hui, Dick Fuld? Alors, il n'a pas été condamné, il n'a pas été inquiété, et il a fondé sa société de gestion de fortune, et donc il continue en fait sa vie d'avant sans autre tracas. Pour Fabrice Touré, le trader dont je parlais, alors qui est un plus petit poisson, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on a retrouvé des mails dans lesquels il explique qu'il a conçu un produit dérivé qui n'est pas très solide et qui va s'effondrer, mais que tout ça n'est pas très grave et qu'il se sent pas responsable. Donc on avait quand même des preuves effectivement de cette cupidité, de cette course un peu folle. Et voilà, la vie continue, j'ai envie de dire business as usual. Donc il n'a pas été inquiété, mais c'est un cas isolé, qui n'est pas du tout été inquiété ou pas? Non, on a beaucoup de noms comme ça, d'anciens responsables de banques, de fonds d'investissement, de sociétés de gestion, qui ont commis de grosses bêtises, de grosses fraudes, et puis finalement qui sont passés entre les mailles du filet, alors avec moyennant des transactions, mais la fortune de ces personnes, on le voit dans le documentaire, la fortune de ces personnes fait que c'est assez indolore finalement. Isabelle Copé-Soubeyran, est-ce que pour vous le monde de la finance est plus moral aujourd'hui? Sur le plan moral, il me semble que la cupidité aujourd'hui... elle n'est pas plus grande qu'elle ne l'était au temps des banquiers lombards au Moyen-Âge. En revanche, ce qui est beaucoup plus grand aujourd'hui, c'est, si vous voulez, l'ampleur du cycle financier. C'est-à-dire, en quelque sorte, les montagnes russes dans lesquelles la finance emporte nos économies. Et ce cycle financier, il se caractérise donc par une grande phase d'emballement, un point de retournement, et puis ensuite une phase de repli extrêmement brutale. Et là, dans ce qu'on vient de voir, dans l'extrait qu'on vient de voir, ce qui est intéressant au fond, c'est une caractéristique psychologique de la phase d'emballement. Dans la phase d'emballement, les acteurs sont galvanisés, euphoriques, tout puissants. C'est l'excès de confiance qui domine. Et cet excès de confiance, il participe à l'emballement financier. Et la finance des années 90-2000, et surtout dans les années 2000, c'est une finance hyper confiante. C'est une finance qui a toute confiance dans les instruments dont elle s'est dotée. C'est une finance hyper confiante dans sa capacité à évaluer les risques, à soi-disant les maîtriser avec des instruments ultra sophistiqués. Ce sont aussi des banques centrales ultra confiantes dans leur capacité à nettoyer les dégâts après coup. Cette formidable bulle immobilière qui est à l'origine de la crise des subprimes, la Réserve fédérale américaine l'avait parfaitement bien identifiée, mais elle en jouait. La bulle est devenue un instrument, en quelque sorte, de politique économique, un instrument de croissance, parce que les banques centrales, et en l'occurrence la Fed, était persuadée qu'en fait, une bulle, c'est plutôt enrichissant pour les agents. Oui. Quand le prix des actifs augmente, tout le monde se sent plus riche, donc ça booste la consommation, ça booste la croissance. Et après, ma foi, si ça engendre des dégâts, ces dégâts, on saura les réparer après coup. Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement su bien réparer les dégâts après coup. Oui, justement, moi je voulais revenir sur ces acteurs de la crise et notamment les politiques. On ne peut pas les isoler comme ça, ils sont partie prenante du système. Les politiques sont ceux qui veulent promouvoir la croissance. Aux États-Unis, c'était le cas à la fin des années 90. Au début des années 2000, il y a les attentats du 11 septembre. George Bush a peur que l'économie américaine entre en récession. Et donc, il y a une large bénédiction des pouvoirs publics américains à l'égard des institutions financières, des banques, voilà, des établissements de crédit en général, en disant allez-y, prêtez le plus possible. Mais se dire que finance et croissance c'est lié, c'était pas. Alors c'est un vieil adage quand même. C'est quelque chose qui. Alors c'est intéressant parce que spontanément tout le monde se dit finance et croissance c'est lié, et c'est vrai pour une certaine partie. Évidemment, on a tous besoin d'argent pour financer notre maison, une entreprise, une PME pour financer des projets, donc ça marche. Jusqu'à un certain point. Et il y a des études très documentées, notamment du FMI, qui n'est pas un organisme de gauche radicale, qui montrent qu'à partir d'un certain seuil, la finance devient contre-productive ou ennemie de la croissance. Et c'est bien ce qu'on voit actuellement. Finalement, la croissance s'est cassée la figure et puis on est en train toujours de ramer pour remonter la pente. On reviendra après sur l'avenir, mais est-ce qu'on a mis en place des garde-fous suffisants, à votre avis, après cette crise ? Alors les garde-fous, c'est ce qu'on appelle la régulation. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui vont apparaître un peu monstrueux et ensuite je vous indiquerai pourquoi c'est pas suffisant. En termes de régulation post-crise,
Au niveau mondial, c'est une estimation qui avait été faite il y a peu de temps par l'ancien président du London Stock Exchange. On parle de 100 000 pages de régulation. Alors, ça fait beaucoup. Au niveau européen, on a 40 directives. Alors, une directive, c'est un petit peu comme une loi. Et on a 400 règlements techniques standards qui seraient l'équivalent en droit français à des décrets d'application. Et comme ça paraît rassurant, non? Alors, non. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. En fait, le secteur financier, a joué sur la complexification de ces régulations pour justement, d'abord, si vous voulez, dans les détails, on peut détricoter ce qui avait été voulu par le législateur. Lorsqu'il y a eu la séparation des activités de banques d'affaires très volatiles, d'un banque plus traditionnelle aux États-Unis en 1933, résultante de la crise de 29, c'est ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, à l'époque, c'était 37 pages. Ah. Dans le cadre de cette crise, nos amis américains, qui ne sont pas allés aussi loin que le Glass-Steagall Act en termes de séparation, ont mis en place ce qui s'appelle le Dodd-Frank Act. 850 pages. Non seulement ça, mais derrière ces 850 pages, pour la mise en œuvre du Dodd-Frank, grâce au lobby bancaire, on est monté jusqu'à 22 000 pages. Applicable? Applicable, pas vraiment. L'essentiel n'a pas été réglé. On n'a toujours pas, si vous voulez, démantelé ou réduit la taille des banques que mentionnait Jean-François, qui sont ces banques trop grosses pour faire faillite. Il y en a 29 au niveau mondial. Il y en a en France, des banques comme ça? Bien sûr. Oui, on en a 4. Nous sommes vice-champions du monde. Les champions du monde là-dessus, ce sont les Américains avec 8 établissements. Nous, on est derrière, à égalité avec nos amis chinois. Oui, vous voulez réagir? Oui, le paradoxe que soulignait Christophe est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le nombre de pages de lois bancaires et financières aujourd'hui est plus symptomatique du poids du lobby qui intervient dans la fabrication même des lois bancaires, des réglementations bancaires, que symptomatique de la solidité des garde-fous mis en place. Alors, on ne peut pas nier que depuis la crise, il y a eu des réformes, il y a eu un effort pour essayer d'élever un peu les digues, pour essayer de se protéger un peu plus face à une nouvelle crise financière. Mais si l'on part du principe, si vous voulez, qu'une crise est en fait inhérente au fonctionnement du système, eh bien c'est le fonctionnement profond du système qu'il faut changer. Il faut changer le comportement des acteurs, il faut changer les structures. Or, on a justement installer des digues un tout petit peu plus hautes autour des acteurs. On a mis en place des exigences un peu plus fortes pour faire en sorte que les banques puissent un peu plus éponger leurs pertes qu'elles ne l'auraient pu avant la crise. Mais ça ne suffit absolument pas. C'est-à-dire qu'on ne s'est vraiment pas doté des instruments permettant de prévenir une crise systémique comme celle qu'on a vécue en 2007-2008. Par exemple, on parlait de ce vaste cycle financier, de ces montagnes russes. Rien n'est fait pour essayer d'aplanir un peu ces montagnes russes. Or ça, c'est véritablement ce qu'il faudrait mettre en place, faire en sorte de mieux surveiller le cycle du crédit qui finit toujours par nous emmener dans le mur. Donc, on a un tout petit peu, si vous voulez, avancé avec les réformes, mais c'est loin d'être suffisant. Vous voulez réagir, puis ensuite je vais entendre M. Guéraud. Je voulais réagir justement en matière de régulation. Je donnerai 2 chiffres. À Bruxelles, il y a 1700 lobbyistes pour le secteur financier, et vous avez en face moins de 20 Pékin qui représentent l'intérêt général et qui essaient, disons, de faire du contre-lobbying. Donc là, on voit déjà le déséquilibre. C'est structurel et on voit mal comment on va en sortir. Déjà, vous allez réagir, mais est-ce que la crise et toutes ces mesures ces garde-fous qu'on essaie d'installer, ça peut pour vous faire changer les mentalités? Alors, à mon avis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'origine de la crise, il y a une idéologie quand même. Une idéologie très particulière, c'est-à-dire une conception particulière du libéralisme, une version que j'allais qualifier de fondamentaliste, ni plus ni moins. Et ce sont ces idées, cette vision fondamentaliste du libéralisme, qui a ensuite généré des politiques publiques, puis ensuite ces crises. Donc il faut quand même bien expertiser ce problème. C'est-à-dire une vision selon laquelle le marché est omnipotent, omniscient, il peut s'autoréguler, et en définitive, c'est l'idée selon laquelle le meilleur État, c'est l'État qui régule le moins.
Voilà. Et je ne suis pas certain qu'on soit dans tous les pays sortis de cette idéologie-là, qui est quand même très problématique. L'autre remarque, je voulais rebondir sur ce qui a été dit précédemment, qui me semble très important, il faut se méfier des effets de taille. C'est-à-dire que les grandes institutions financières sont en permanence, et le phénomène se poursuit malgré la crise de 2008, sont en permanence dans une recherche d'effets de taille, dans un jeu de puissance, pour créer en fin de compte un rapport de puissance avec les États et avec les peuples souverains. C'est bien ça la problématique. Et on voit bien qu'il y a une asymétrie en permanence dans les négociations entre ceux qui représentent l'intérêt général et ces grandes institutions financières. Oui, pour revenir sur cette question de taille, en Europe, il y a eu des mesures qui ont été prises, on appelait ça l'union bancaire, donc on a soumis les banques de l'Europe à des règles du jeu communes, donc on les surveille de manière spécifique, ce qui évite les copinages nationaux, mais on a échoué à séparer les banques de détail des banques d'investissement. Le projet européen a été porté d'abord par Michel Barnier et puis la Commission européenne a changé. Ça est dans ce sens. Voilà, ce projet-là n'a pas vu le jour et échec donc à circonscrire la taille du secteur financier. En 2008, le secteur financier, c'était à peu près 5 fois le PIB européen. On est aujourd'hui à 6 fois. Donc, on est toujours dans cet effet de taille qui est impressionnant. Et puis, quand on traverse l'Atlantique, on voit bien que les banques américaines ont renoué avec des niveaux de profit qui sont historiques. C'est pas tant un échec qu'un manque total de volonté. Il n'y a pas la volonté de réduire la taille des établissements bancaires, et bien au contraire d'ailleurs. Nos gouvernants continue d'encourager la consolidation du secteur bancaire européen au motif que nous n'aurions pas suffisamment de grands groupes bancaires pan-européens pour être compétitifs face aux banques américaines. Donc il n'y a absolument pas, si vous voulez, cette prise de conscience du fait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, qu'effectivement si l'on continue d'encourager sans cesse le développement des banques, le développement de la finance, eh bien il arrive un moment où ça se retourne, où ça casse. Et c'est à la société civile de s'emparer de cette question ? Oui, il le faudrait, mais il y a des obstacles. Les obstacles sont de taille parce que on a évoqué le poids du lobby bancaire et la prégnance également du discours déployé par le lobby bancaire. Et ce discours, il est ambiant, il capture l'esprit de nos gouvernants. Il capture aussi dans une certaine mesure l'esprit des citoyens. Donc il faut que puisse se déployer une expertise indépendante qui puisse être diffusée auprès du grand public et qui permette ensuite aux citoyens de se saisir de ces questions. Et ce n'est pas facile parce que l'expertise est confisquée le plus souvent par des représentants du secteur bancaire qui ont à cœur de représenter les valeurs du secteur et qui le font très bien, et parfois par des experts que l'on pense indépendants et qui ne le sont pas vraiment, même quand ils viennent par exemple de l'université, quand l'université est financée par des chaires et quand les fonds sont apportés par des banques, l'indépendance, c'est pas la voilà, on mène pas exactement le même type de travaux, le même type de recherche, et on diffuse pas les choses de la même manière. Un mot et puis ensuite on va passer à l'avenir. On pourrait peut-être juste rappeler que le premier prix Nobel d'économie en France, Maurice Allais, avait déjà anticipé, je ne dis pas qu'il avait prédit la crise, mais il avait anticipé toutes les perturbations que la finance allait créer. Et déjà à l'époque, en effet, il proposait, il indiquait qu'il fallait impérativement bien séparer les banques d'affaires des banques de détail. C'était en 98. Il était précurseur. On va avoir donc un nouvel extrait du documentaire, quelques avis d'experts sur l'avenir proche de la finance mondiale. C'est ce qui se passe, c'est la nature humaine. On oublie le désastre et on recommence. Donc, est-ce que je pense que cela peut arriver à nouveau? Oui, je le pense. Les graines de la prochaine crise financière sont déjà plantées et elles commencent à germer. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais il y a des signes partout. Cela ne fait aucun doute qu'il y aura une crise d'une plus grande gravité encore. Je ne peux pas prédire quel en sera le déclencheur, mais je sais que le moteur sera la cupidité, car les mauvais comportements ne sont pas sanctionnés.
Alors, on va parler de l'avenir, mais juste, Marie Danseur, avant qu'on en parle, beaucoup de nos téléspectateurs ne sont jamais allés à New York. Ce taureau, vous pouvez rappeler ce que c'est? Alors ce taureau, ça symbolise la prospérité, la richesse, et au-delà du symbole touristique, parce qu'effectivement beaucoup de touristes vont le voir, je pense que ça nous renvoie aussi à notre propre rapport à l'argent. Le mot de cupidité, d'avidité sont prononcés. L'importance des règles est d'autant plus forte que nous sommes tous soumis, et ça arrive aussi dans le documentaire, nous sommes tous soumis à cette tentation de gagner plus d'argent. Voilà, donc il faudrait peut-être un psychiatre sur le plateau, et on peut aussi s'interroger sur notre rapport à l'argent et l'importance des règles. Et il est devant la bourse de Wall Street. Alors c'est vrai que nombreux sont là pour dire qu'une nouvelle crise mondiale se prépare. On parle beaucoup des banquiers de l'ombre, le shadow banking. D'abord, vous allez nous préciser de quoi il s'agit, et est-ce que ça pourrait vraiment être la menace d'une crise? Oui, alors le shadow banking, ce sont des activités financières qui s'opèrent hors des circuits bancaires traditionnels. On l'a dit, il y a quand même eu des réglementations, les choses sont surveillées. Quand vous faites une opération, on sait qui est le payeur, qui est l'acheteur. Et le shadow banking, ça se passe dans l'ombre. Donc on n'a aucune idée claire de ce qui s'y passe. Le problème le plus important, c'est quand ces opérations sont liées quand même aux banques. Oui. Dans ce cas-là, s'il y a des pertes, ça peut aussi impacter les banques. Et effectivement, on dit que ce shadow banking a beaucoup augmenté du fait de la réglementation des banques. On est allé voir dans des endroits non réglementés. Donc les transactions ont augmenté dans ce domaine-là. Et ça peut être clairement un vecteur de crise. Mais ce sont des réseaux qui émanent d'où? Ce qu'il faut surtout dire, c'est le concept de shadow banking a été mis en avant par les banques un petit peu comme un écran de fumée. Une fois de plus, c'est pour dire, écoutez, arrêtez de nous réguler, regardez cette banque de l'ombre qui n'arrête pas de grossir, les conditions de concurrence ne sont plus équivalentes ou disons égales pour nous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est si on veut commencer à régler ce problème de shadow banking, il suffit de couper le cordon ombilical entre les banques et le shadow banking. Donc il y a tout ce mécanisme-là. C'est dans l'ombre, mais c'est identifiable quand même. C'est tout à fait identifiable. Les chiffres sont devenus assez importants, peut-être plus importants que ce qui était en impression derrière. Avec 13,4%, c'est ça? Oui, c'est plus de l'ordre du tiers. Bon, peu importe les chiffres, c'est assez important. C'est ce qu'il faut garder en tête. Alors, autre problème aux États-Unis, depuis l'élection de Donald Trump, la nouvelle administration n'a qu'une hâte, c'est de revenir sur la loi votée en 2010, accusée d'avoir été trop loin en restreignant le crédit. Est-ce que c'est une menace sérieuse, ça aussi, pour l'avenir? Ah oui, le fait d'entrer dans cette phase de dérégulation financière, c'est une menace extrêmement sérieuse. Donc, non seulement, si vous voulez, les digues n'ont pas été élevées suffisamment haut, mais en plus, on est en train de commencer à les défaire. Donc, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump est résolu à défaire Dodd-Frank, et il y a déjà des dispositions qui ont été prises en ce sens dès l'année dernière. Donc, ça a démarré. Est-ce que on est un peu mieux protégé face à cela en Europe ? Ce n'est pas sûr, parce que la Commission européenne est toujours très attentive aux doléances des banques européennes. Les banques européennes, très souvent, se plaignent de la concurrence déloyale de leurs consoeurs américaines. Dès qu'elles verront finalement la dérégulation devenir un peu plus active aux États-Unis, elles iront se plaindre auprès de la Commission européenne, et elles obtiendront, elles aussi, des assouplissements. Et puis j'ajouterai que finalement, en Europe, les réformes bancaires non plus le vent en poupe. La seule réforme qui soit encore très active en Europe, c'est la réforme d'union des marchés de capitaux, qui est censée être le pendant de l'union bancaire qui a réorganisé la surveillance et la résolution des banques. En réalité, cette réforme d'union des marchés de capitaux, que fait-elle? Eh bien, elle élargit l'accès à la dette des entreprises qui auparavant y avaient difficilement accès, à savoir des entreprises de petite taille et de taille moyenne. Et puis, elle relance la fameuse titrisation. Elle relance l'instrument qui est un des instruments phares de la crise des subprimes, en nous rassurant, en nous disant que c'est une titrisation bien plus cadrée, bien plus simple que celle qu'il y avait auparavant. Mais vous voyez que on est en train de réintroduire les deux ingrédients majeurs de la crise des subprimes. Oui, parmi les mesures de dérégulation que Donald Trump commence à mettre en œuvre, il y en a une qui est quand même assez symbolique, c'est qu'il desserre les exigences sur les prêts aux personnes les plus modestes, c'est-à-dire l'origine de la crise de 2008.
C'est intéressant parce qu'on est déjà dans une situation où l'endettement mondial est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2008. Particulièrement aux États-Unis, en Europe aussi, en France aussi. Que ce soit l'endettement public ou l'endettement privé, partout. Global. Donc là, on a Donald Trump qui dit finalement c'est pas si grave et on va à nouveau permettre aux ménages américains qui n'ont peut-être pas les moyens, on va leur permettre d'emprunter. Et on contribue à alimenter cette bulle de l'endettement qui concerne encore une fois le public comme le privé. Et la bulle va grossir jusqu'à ce qu'elle explose. Oui. On peut peut-être faire un rappel historique. Le capitalisme des années 30 aux années 70 était un capitalisme de l'épargne, très largement de l'épargne. Le capitalisme qui naît, celui de la dérégulation, ce capitalisme financiarisé, c'est un capitalisme de l'endettement. Et pourquoi les ménages américains se sont-ils endettés? Parce que c'est bien l'endettement privé qui est à l'origine de cette crise. C'est parce qu'à un moment donné, on leur a dit, vous devez participer du rêve américain en achetant votre maison, mais on continuera à bloquer les salaires. Donc il doit y avoir aussi une réflexion, si vous voulez, sur les inégalités de revenus, de capital, de traitement, et sur cette question de l'endettement. Et à chaque fois, il faut quand même rappeler aussi une vérité toute simple, c'est une crise financière frauduleuse mais qui naît en haut, contre des petites gens, et on est bien dans une chaîne alimentaire et dans un système de prédation. Quand vous voyez ce banquier qui est en pleine hubris, que vous dit-il? Il vous dit « je suis un grand prédateur et je vais manger des petites proies ». Oui, en fait, pour rajouter, on parlait effectivement d'inégalités qui sont vraiment un chantier à mettre en œuvre. Et ça appelle aussi à travailler sur l'évasion fiscale. Puis ça apparaît aussi dans le documentaire. Les États sont privés de ressources par l'évasion fiscale et donc ont besoin, quand ils sont en difficulté, mais même en temps normal, de solliciter davantage leurs contribuables. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Cette évasion fiscale et ces ressources qui échappent aux États, c'est vraiment un chantier qui doit être lié au chantier de la régulation financière. Je voudrais qu'on finisse par l'avenir un peu inquiétant. Est-ce qu'il y a des indices de l'imminence de cette crise? Et est-ce que, par exemple, les grands organismes comme le FMI alertent? Et qu'est-ce qu'on en fait? Pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose. Mais on va quand même dire qu'effectivement, Christine Lagarde a tiré la sonnette d'alarme. Jean-Claude Trichet, l'ancien patron de la BCE, les 3 agences de supervision financière européennes ont effectivement dit qu'on commençait à danser sur un volcan. Devant l'endettement, essentiellement? Alors, plus compliqué que ça, c'était l'endettement, le risque géopolitique, le fait que les taux allaient remonter, mais qui pouvaient remonter plus brutalement que souhaité par les banques centrales, parce que s'il y a un choc géopolitique, parce que c'est le cas de l'Italie, si on se retrouve en effet boule de neige, où, disons, le refinancement de l'Italie coûte de plus en plus cher, comme ça a été le cas pour la Grèce à l'époque, on se retrouve avec des réactions un tout petit peu nucléaires et malgré les bonnes volontés des uns et des autres, on ne peut pas contrôler. On n'a pas pu contrôler, entre guillemets, l'emballement en 2008. En 2018 ou en 2019, je ne souhaite pas une crise, mais ça sera assez difficile à contrôler, notamment parce que Marie l'avait bien souligné, parce que l'endettement est record. En 2007-2008, c'est une crise d'endettement. L'endettement global, public, privé, était de 97 000 milliards de dollars au niveau mondial. En 2017, on est à 169 000 milliards de dollars, avec des taux qui sont très très bas, puisque les politiques monétaires étaient là pour éviter l'effondrement du système, mais les taux vont en monter. Plus il y a de dettes, plus les taux remontent, moins les gens sont solvables, et donc on pourrait repartir dans un processus pas très agréable. Oui, les règles n'ont pas fondamentalement changé, on l'a dit. Donc le fonctionnement du système est toujours le même. Les comportements n'ont pas été modifiés. Finalement, toutes les conditions, si vous voulez, sont réunies pour qu'une crise se produise à nouveau. La crise n'a pas été du tout assainissante au niveau des structures financières. On l'a dit, la dette a continué d'augmenter. Alors on s'inquiète beaucoup de la dette publique, mais c'est la dette privée aussi qui a continué d'augmenter. Donc les entreprises, les ménages sont extrêmement fragilisés. Et lorsque les taux vont augmenter, eh bien, il va pouvoir se produire des défauts en chaîne, et ça constituera de premiers catalyseurs. Les banques centrales vont avoir un rôle majeur à jouer. Elles ont un rôle très ambivalent, en fait, les banques centrales, parce que il leur faut essayer de sortir des politiques de gestion de crise en essayant de relever
de relever à nouveau les taux d'intérêt. Si elles ne le font pas, elles laissent gonfler une formidable bulle. Et si elles le font trop vite, elles font éclater la bulle. Oui, juste pour finir, il était question à un moment que les banques puissent injecter une sorte de coussin quand elles allaient bien pour qu'il y ait quand même une certaine assurance. Il y a assez de fonds en cas de crise? Il y a quelque chose qui est suffisamment rassurant dans les grandes banques ou pas du tout? En tout cas, au niveau européen, il y a cette union bancaire qui d'abord demande à chaque banque de faire un peu un mode d'emploi. En cas de problème, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les leviers, quelles sont les ressources dont je dispose? Donc, il est prévu qu'en cas de problème, pour une banque en Europe, ce soit les créanciers et les actionnaires qui soient les premiers rincés. Mais on va très vite arriver, quand on est sur des banques de grosse taille, too big to fail, hein, il en existe toujours, on va très vite arriver à un problème et l'État sera obligé d'intervenir. L'État ou les banques centrales, parce que les États aujourd'hui n'ont plus les ressources dont ils disposaient en 2008. Merci, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Alors, pour mieux comprendre encore toutes ces questions qui ne sont pas toujours faciles, Parlons Banque en 30 questions donc de Isabelle Coupé-Soubeyran et Christophe Nijdam, c'est à la documentation française. Et puis donc Jean-François Guéraud, Le nouveau capitalisme criminel, c'est chez Odile Jacob. Voilà, il sera possible de revoir cette émission et le documentaire. Ils ont plongé le monde dans la crise, réalisé par Benoît Bringer sur le site de France TV. C'était la dernière émission du Monde en face pour l'année 2018. Alors avec toute l'équipe, je vous souhaite par avance de très bonnes fêtes. Je vous donne rendez-vous le mardi 8 janvier à partir de 20h50 pour un nouveau numéro du Monde en face. Excellente fin de soirée sur France 5 et à très vite. Au revoir.